Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment avoir la bonne discussion dans tes rencontres de vente pour être en mesure de réduire de 80 à 90 tes objections tardives. Et non, je ne vais pas te parler aujourd'hui de tactiques de pré-objection comme de parler d'argent ou de partenaire ou de temps ou whatever, les choses que tu as pu entendre ailleurs. Parce que si tu les mets en pratique, ces choses-là, peut-être que ce n'est pas le cas, mais si tu les mets en pratique, ces choses-là en ce moment, tu le sais comme moi, les objections tardives arrivent quand même. Donc, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait du monde dans le domaine des ventes qui n'ait pas d'objections tardives comme que c'est le cas pour moi puis les membres d'Upsell avec la méthode que j'enseigne? Bien, ce n'est pas parce qu'on a des tactiques de pré-objection. Non, c'est qu'on fait quelque chose dans la conversation avec les gens qui fait en sorte qu'on arrive à ce résultat-là et qu'on est dans un endroit où est-ce qu'on a, dans nos rencontres, moins de 5 des objections tardives. Pourquoi je parle d'un 5 Parce que malgré la qualité de conversation que tu vas avoir avec un individu, dans certains cas spécifiques, il va toujours rester un résiduel qu'on ne pouvait tout simplement pas aborder dans un appel de 45 minutes à 1 heure. Donc, un 5 c'est pas mal ça que tu devrais avoir en fin de rencontre quand tu as la bonne conversation. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça en ce moment? Bien, il y a plusieurs raisons à ça. Je vais en passer quelques-unes avec vous. Mais premièrement, je viens de le dire, quand tu as la bonne conversation en amont, donc en début de rencontre, tu vas être dans un endroit où est-ce que tu vas être capable de voir 80 à 90 des gens qui ne devraient pas ou qui ne pourraient pas acheter. Puis ça, c'est huge parce que quand tu es capable d'identifier ça, bien, déjà en partant, tu vas être capable de tomber sur un spectre plus de disqualification et, encore une fois, tomber dans un endroit où est-ce que 80 à 90 des objections tardives n'arriveront pas. Donc ça, c'est une chose, mais derrière ça, il faut le comprendre, mais ça vient protéger ton temps et ton énergie qui est la denrée la plus précieuse quand tu es dans le domaine des ventes. Parce qu'en ce moment, ta réalité, tu as peut-être 2-3 calls par jour, mais à un moment donné, tu risques d'avoir 6, 7, 8, 10, 12 calls par jour. Puis quand tu es à 6, 7, 8, 10, 12 calls par jour, toute la semaine, bien, à un moment donné, tu n'as plus de place pour prendre des nouveaux appels. Puis je comprends l'adage de dire il faut que tu travailles fort, puis il faut que tu en mettes, puis il faut que tu prennes des appels, puis tu prennes des appels, mais à un moment donné, tu as une certaine capacité dans ta journée. Et si tu traites chacune de tes rencontres, puis que tu les amènes à terme tout le temps en espérant que ça close, puis qu'il y a des objections tardives, c'est là où est-ce que ça demande une énorme dépense énergétique de ton côté, puis où est-ce que ça prend tout ton temps, puis où est-ce que finalement tu donnes du temps à des gens qui ne pouvaient même pas se décider dès le départ, mais tu ne le savais pas. Fait que tu as toujours deux choix réellement. Tu peux soit avoir la bonne discussion et être capable de découvrir tout ça dans les 15 premières minutes d'une rencontre, ou tu peux continuer comme tu le fais en ce moment puis le découvrir à la minute 55, avoir des objections, pas trop savoir d'où est-ce qu'ils viennent, essayer de l'handle du mieux que tu peux, puis finalement perdre des ventes, mais surtout, pas juste perdre des ventes, perdre du temps puis de l'énergie. Puis ça, sur le long run, sur une année, sur 2 ans, sur 3 ans, sur une carrière, c'est ça qui est la chose qui va te permettre de faire le plus d'argent, c'est de vraiment manager bien ton temps puis ton énergie. Puis ça part de savoir c'est qui peut acheter dans ma rencontre puis c'est qui ne peut pas acheter. C'est qui devrait acheter dans ma rencontre, puis c'est qui ne devrait pas acheter. Puis quand tu es capable d'identifier ça vraiment rapidement dans une rencontre, bien, tu vas être capable de disqualifier rapidement. Puis si tu disqualifies rapidement, tu es capable de reprendre ton temps puis de le mettre ailleurs, dans des activités beaucoup plus payantes que de parler avec quelqu'un qui n'aurait jamais pu acheter en premier lieu, tout simplement. Tu vas être capable de faire des follow-up, de booker des appels, tu vas être capable de peut-être prendre un appel de plus, tu vas être capable de faire beaucoup de choses là-dedans et ça va être extrêmement payant sur le long terme. Donc, pourquoi est-ce que ça arrive? Il faut vraiment le comprendre, puis il y a une raison plus profonde que juste de dire il faut avoir la bonne conversation. C'est qu'il faut le comprendre. On le sait en psychologie que pour qu'un humain soit en mesure de prendre une décision, il faut qu'il soit dans ce qu'on appelle un solution state, donc dans un état de solution. Et donc, c'est uniquement quand on est dans un état de solution où est-ce qu'on peut maintenant se décider si oui ou non on a envie d'acheter ou de faire quelque chose, du moins de prendre une décision. Il faut être dans cet état-là. Et la réalité, je réécoute des centaines d'appels à tous les mois, je remarque toujours les mêmes problèmes, puis c'est ça qu'on va venir diagnostiquer puis parler aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui tu prends cette liste d'épicerie-là, tu reflètes vraiment où est-ce que toi tu as des leviers là-dedans et tu viens les solidifier puis appliquer peut-être ce qui manque, c'est là où est-ce que tu vas avoir une grosse différence dans tes rencontres puis dans l'outcome de ces rencontres-là. Donc, comme je le dis, il faut qu'on soit en solution state. Et donc, c'est quoi l'état juste avant ça? Bien, c'est le problem state. Et c'est dans cet état-là que la majorité des gens qui viennent vous voir sont tout simplement. Donc, certains clients vont venir vous voir et sont déjà dans ce solution state. Puis ça, c'est vos ventes qui sont on dirait des ventes faciles. Hein? On dirait qu'on parle avec quelqu'un qui est un acheteur naturel finalement. Mais c'est parce qu'il est déjà dans ce solution state. Puis c'est pour ça que lui est juste dans un endroit où est-ce qu'il va considérer ta solution, oui ou non, ça fait du sens ou pas tout simplement. Mais
pour tout le monde, ils doivent toujours être dans cet endroit-là. Et c'est notre rôle de les amener à cet endroit-là. Parce que quand ils sont dans un problem state, il faut juste le voir un peu comme ça. Mais c'est comme le client il arrive avec du brouillard. Il sait ce qu'il veut généralement. Il sait comme le résultat qu'il veut. Fait que peu importe le domaine, mettons, je sais que je veux faire 10 000 de plus par mois. Mais toute la section du problème, puis qu'est-ce qui cause le fait que je ne suis pas encore là, c'est vraiment pas clair pour la vaste majorité des gens qui rentrent dans vos rencontres. Et ça, ben, ils sont dans l'état du problème, dans le problem state. Et pour sortir de cet endroit-là, ben, il faut qu'il y ait une conscience extrêmement claire que le problème il est présent, qui est important, qui est urgent, puis qui veut le changer réellement. Et ça se passe dans le Problem Focus, qui est le plus gros levier que je vois dans les rencontres de tout le monde que je réécoute. Donc, c'est là que ça se passe, puis c'est là-dessus qu'on va focuser aujourd'hui. Fait qu'on va focuser sur comment est-ce qu'on est capable de passer quelqu'un du Problem State au Solution State. Et quand on fait ça, bien, le client est maintenant dans un endroit où il peut prendre une décision, puis va être capable de considérer ton offre, puis répondre par oui ou par non, puis arrêter de répondre par un « je vais y penser »,« je dois en parler à mon partenaire »,« je suis pas trop sûr, je vais décider dans 24-48 heures, on va se reparler, envoie-moi ça par courriel », tu vas pouvoir éliminer toutes ces finalités d'appel-là finalement. Donc, avant qu'on rentre dans chacune des étapes que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, très simple, on va juste regarder un peu les erreurs les plus fréquentes que je vois dans cette étape-là parce que tu vas être peut-être capable de te reconnaître là-dedans. Donc, première chose qui est la plus grande d'une manière générale, mais les conversations de vente que j'entends, pour la vaste majorité d'entre elles, donc, puis là, je vais te mettre un chiffre, puis j'exagère même pas, mais je vais te dire, dans 95% du temps, on a des conversations de surface dans les appels de vente. Vraiment, c'est des conversations de surface que j'appelle, il n'y a pas de profondeur. Et ça prend de la profondeur dans le problem state pour être en mesure que le client tombe en solution state. Fait que ça, d'une manière générale, généralement, les vendeurs restent dans la surface et ce qui cause ça, c'est généralement un gros manque de curiosité. Et qu'est-ce qui vient avec un manque de curiosité? Bien, on vient à assumer beaucoup de choses. Et parce qu'on assume, on fait des liens dans notre tête qu'on pense qu'on comprend, mais au lieu d'assumer, on devrait poser des questions. Aujourd'hui, ce ne sera pas un coaching sur comment développer ta curiosité, mais sache que c'est souvent ce qui est en arrière de ça. Puis généralement aussi des vendeurs qui sont très pris dans des frameworks puis des scripts. Ça les empêche d'avoir leur curiosité naturelle, ça les empêche de poser des questions, on assume énormément et ça fait qu'on reste toujours en surface. La deuxième chose à ça que je vois énormément, c'est qu'on prend souvent la première réponse pour du cash comme étant la vérité. Si tu me suis depuis un moment, tu le sais qu'une de nos croyances fondamentales chez Upsell, c'est qu'on est ici pour la vérité et seulement que la vérité. Tout tourne autour de ça. On respecte la vérité, on speak la vérité, puis on va chercher la vérité chez les clients, on meuble nos rencontres comme ça. Mais très, très, très souvent, puis ça vient avec le problème de conversation de surface, les réponses que les clients vous donnent, vous les prenez pour du cash du moment qu'elles sont convenables pour vous et vous avancez avec dans l'espoir que c'était sa vraie position. Donc, quand je parle de sa vraie position, c'est que je te donne un exemple. Je ne sais pas, moi, mettons, tu regarderais le timing avec lui. On est-tu à quelques semaines, quelques mois, quelques années de faire ça, par exemple. Le client va te répondre quelque chose comme oui, moi, je veux faire ça maintenant. Puis là, bien, ce qui se passe, le vendeur pogne ça parce que le client a dit oui, moi, j'aimerais ça faire ça maintenant. Puis là, il va avancer avec ça. Mais si tu regardes juste la réponse que je viens de donner à ça, j'ai dit oui, j'aimerais ça. Donc, déjà là, j'aimerais, c'est un langage qui est non engageant parce qu'il y a une différence entre j'aimerais puis je veux. Puis, l'autre bord, un oui. Mais considérant que ça sortit sous la forme du oui, que le timing, c'est maintenant, le vendeur va prendre ça comme étant sa vérité puis va décider d'avancer. C'est pour ça que chez Upsell, nous autres, on ne fait pas ça. Donc là, je t'ai donné un exemple qui est très flagrant, mais même quand on a une réponse qui sonne vraiment bien, qui ressemble vraiment à ce que nos clients nous disent d'habitude puis que comme on dirait vraiment que c'est la vérité, on vient faire ce qu'on appelle des stress tests. Où est-ce qu'on va repousser le client sur son positionnement, qu'exemple, qui nous a dit qu'il voulait faire ça maintenant pour s'assurer qu'il veut vraiment le faire maintenant. Et donc, quand je dis qu'il veut s'assurer qu'il veut vraiment le faire maintenant, on veut s'assurer de ça, c'est qu'il faut le comprendre, mais c'est une mécanique un peu plus profonde psychologiquement, mais c'est que la majorité des réponses que vous avez dans une rencontre de vente viennent d'un endroit, ils viennent du système 1. Du système 1 qui est le cerveau rapide, qui est le système limbique. Donc, c'est des réponses qui sont très, très, très de surface, qui ne sont pas think through, tout simplement, de la part du client. Donc, c'est une réponse qui est automatique. Et ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est qu'une réponse qui est automatique, ce n'est pas une réponse qui a été réfléchie tant que ça.
Et une réponse qui n'est pas réfléchie tant que ça, qui n'est pas passée dans le système 2, parce que là, je te parlais du système 1, une réponse qui n'est pas passée dans le système 2, c'est une réponse qui n'est pas passée dans le système rationnel, puis c'est pas un positionnement qui est fondamental, qui est la vérité, puis que ça ne bougera pas de là. Mais quand tu fais des stress tests, ce que tu viens faire avec ça, donc que tu repousses sa position tout simplement, je te donne un exemple, on dit ça à quelques semaines, quelques mois, quelques années, oui, moi j'aimerais ça maintenant, OK, bien c'est quand même un positionnement qui est fort en ce moment, maintenant, je veux dire, il doit bien avoir quelque chose derrière, je peux te demander pourquoi maintenant, pourquoi pas dans 6 mois, donc je suis déjà prêt à te repousser sur le positionnement que tu viens de m'envoyer. Et ce qui va se passer avec ça, c'est que je te challenge sur exactement le même point, donc la même réponse que tu m'as donnée, et je veux voir s'il va y avoir une seconde vérité qui va sortir. Je veux voir s'il va y avoir une hésitation dans le verbal, dans le non-verbal de mon client. Et plus souvent qu'autrement, vous allez vous rendre compte que, les réponses changent quand vous faites ça. Ben, c'est sûr, parce qu'on avait une réponse qui était automatique. C'est pour ça que quand vous posez la question quelques mois, quelques semaines, quelques années, le client va vous répondre automatiquement, comme s'il savait déjà ce que tu allais demander. La réalité, c'est que c'est juste une réponse qui n'avait pas été réfléchie en amont. Puis ce qui se passe avec ça, c'est que ce n'est pas un positionnement qui est fort. Parce que considérant que c'est chambranlant, c'est une réponse automatique, ça peut revenir à la fin parce que ce n'était pas son positionnement réel. Quand tu fais du pushback, sans rentrer trop dans les détails, le truc avec ça, c'est que tu l'amènes dans le système 2, dans le cerveau rationnel, où est-ce qu'il repense à tout ça. Et donc là, on a ce qu'on appelle une réalisation. Et là, le positionnement, il est fort, très, très fort. Donc, on veut faire ça sur les grandes étapes, les grandes sections tout le temps, et ça, je le vois jamais. Donc, on prend souvent la première réponse comme étant la vérité, puis on décide d'avancer avec, simplement parce que ça le sonnait bien à nos oreilles, ça le sonnait comme si une vente allait potentiellement pouvoir se faire, finalement. Donc, ça, c'est une chose. Après ça, il y a un autre point que je voulais vous parler, mais considérant que je viens de parler des stress tests, les vendeurs ne vont pas chercher de conclusions sur les étapes. Je vais vous partager 5 étapes aujourd'hui dans le Problem Focus. C'est très important qu'il y ait des conclusions, des tie-downs que j'appelle. Quand il y a un tie-down, ça veut dire que la position est finie finale. C'est ça, puis ça ne bougera pas. Ça l'a passé dans le système 1, dans le système 2, puis c'est resté la même affaire à travers le temps. C'est sûr que ça ne bougera pas, du moins pas dans les 30 prochaines minutes. Là, donc, il n'y a souvent pas de conclusion parce qu'il n'y a pas de stress test. Donc, c'est un énorme problème de positionnement de la part du client, donc dans la manière qu'il nous partage l'information. Sinon, un autre gros point que je vois qui est comme le 4e point que je te dirais des erreurs les plus fréquentes, c'est le fait que les vendeurs n'ont que très rarement des discussions inconfortables issues de questions inconfortables à poser. C'est quelque chose que je répète vraiment souvent, mais surtout la partie découverte, mais une rencontre de vente au complet, mais la partie découverte, la partie Problem Focus qu'on va parler aujourd'hui, c'est souvent la même chose. C'est toutes des conversations qui sont plaisantes, qui sont le fun, parce qu'on veut donc bien se faire un ami, puis se faire apprécier, puis l'attirer, parce que si c'est mon chum, il va m'aimer puis il va m'acheter. Alors que ça ne marche pas comme ça. On va vous faire d'autres podcasts pour vous expliquer ces concepts-là aussi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans la réalité des choses. Très rares sont les gens qui font comme « Hey man, il m'a tellement parlé de hockey que j'ai décidé d'y donner 20 000 $. C'est rare en crise, ça l'arrive. Peut-être que ça arrive des fois, mais ce n'est pas la réalité, right? Donc, il faut le comprendre, mais une conversation de vente puis un problem focus, c'est surtout une conversation qui est nécessaire et pas nécessairement plaisante. Ça n'enlève pas qu'elle peut être plaisante aussi, la conversation. Ne deviens pas une marde dans tes rencontres parce que je dis ça, mais il faut que la conversation soit nécessaire. Et quand on parle de quelque chose qui est nécessaire, on parle de questions inconfortables et de discussions inconfortables. Je devrais le voir dans les rencontres, mais je le vois que très rarement. Et donc ça l'amène beaucoup d'objections tardives à la fin parce que sais-tu où est-ce qu'ils se cachent tes objections? Dans conversations inconfortables, dans questions inconfortables que tu ne poses pas, que tu évites parce que tu as peur d'avoir un nom, tu as peur d'avoir quelque chose qui va être en opposition à avoir une vente tout simplement, tu as peur que ça l'arrive. Mais on n'a pas peur de ça parce que de toute manière, ça l'arrive quand même, guys. Ça l'arrive en fin de rencontre, c'est juste que là, tu viens de brûler du temps et d'énergie. Donc, pourquoi est-ce qu'on attendrait à la minute 55 quand on peut le savoir à la minute 15 réellement si une personne pourrait ou devrait pas acheter? On peut le savoir plus tôt, mais ça nécessite un positionnement où tu vas poser des questions inconfortables pour avoir des discussions inconfortables. Méga important. Je devrais voir ça plus souvent qu'autrement dans les rencontres, mais je ne le vois pas souvent. Puis sinon, dernière chose qui est très importante, ça aussi, je le vois tellement souvent. Puis quand je dis tellement souvent, guys, c'est parce que je suis dans l'ordre de 90% des appels que je réécoute avant que je commence à coacher puis aider les gens là-dedans. Là. Donc, le 5e point, c'est que les vendeurs vont souvent continuer d'avancer, même s'ils ne sont pas convaincus que les gens sont sérieux dans leur démarche devant eux autres. Donc ça, évidemment, ce n'est pas une étape, mais c'est un feeling. Tu parles avec quelqu'un qui t'apporte de la nouvelle information, tu es après découvrir un nouvel humain en ce moment que tu ne connais pas. Je comprends que ce qu'il te dit, ça ressemble pas mal à tous les gens qui viennent te voir, mais la partie de
ce qu'il dit en fonction de qui est, donc le verbal puis le non-verbal qui va t'amener là-dedans, ça, c'est différent de chaque être humain qui est devant toi. Tu ne peux pas assumer cette partie-là. Et souvent, vous avez des conversations où est-ce que les gens vont vous apporter des informations, des fois que c'est complètement à côté de ce que tu devrais entendre réellement pour poursuivre, mais on ne les adressera pas. Donc, on est souvent dans un endroit où est-ce que le vendeur, le client, va nous donner une réponse où est-ce qu'on n'est pas tant convaincu qu'il est sérieux dans ses démarches, puis on va quand même décider d'avancer puis d'espérer qu'à la fin, ça fireback pas puis qu'on soit dans une bonne zone. Mais là, c'est important, guys. Ça fait partie des 4 ingrédients pour qu'une vente se produise de notre côté. Il faut absolument que vous soyez convaincu que les gens sont sérieux dans leur démarche. Puis ça veut dire quoi pour vous autres? Si vous êtes dans un endroit où est-ce que vous avez posé une question à un client qui était très important, par exemple, le niveau de désir du changement qu'on va regarder ensemble plus tard, puis que la réponse qui t'a avancée, ça ne te convenait pas, tu ne sentais pas que ce qu'il dit, il dit oui, il dit X, mais tu as l'impression qu'il dit Y, ou même pire, la réponse qu'il t'a donnée, ça ne ressemble vraiment pas à ce que les gens disent d'habitude. Ce qu'il faut que tu fasses dans cet endroit-là, c'est que tu t'arrêtes. L'appel prend une pause là. Si on n'arrive pas à se passer ce point-là, si je ne suis pas satisfait de ce que j'entends, si je ne suis pas convaincu que tu es sérieux dans tes démarches en ce moment, on reste là, on circle around, on regarde nos possibilités, on regarde si on peut faire bouger l'aiguille là-dedans. Et si on n'est pas capable, ça s'en va vers une disqualification. Puis en ce moment, prends pas mes mots pour du cash. Je vais littéralement te donner les 5 étapes que tu dois faire avec les stress tests et tout ça que tu vas devoir faire derrière. Applique ça, tu vas te rendre compte que tu vas parler avec des gens qui vont te dire que, exemple, que c'est un nice to have de temps en temps, faire tout ça puis régler tout ça dans leur vie. Ils vont te dire que c'est un nice to have, puis ça arrive quand même souvent, ça, en passant. Ils vont te dire que c'est un nice to have. Prends-moi pas pour du cash en ce moment. Termine ton appel jusqu'à la fin puis regarde qu'est-ce qui va arriver. Tu vas avoir une objection. Tu vas directement bâtir le belief que tu vas devoir disqualifier sur des nice to have par après. Fait qu'écoute-moi pas pour du cash en ce moment. Fais-les par toi-même. Tu vas vraiment t'en rendre compte de ton côté. Tu vas bâtir ton belief system qui est comme, ben c'est vrai dans le fond. Quand les gens sont sur un nice to have, ça close pas d'habitude. Ben non, c'est un nice to have. On règle aucun problème dans notre vie qui est juste un nice to have. On règle des problèmes qui sont prioritaires pour nous autres. Mais c'est important d'avoir ces discussions-là parce que très souvent, vous parlez avec des gens qui n'ont aucun désir de changement ou pratiquement aucun, puis vous vous demandez pourquoi il y a des objections à la fin. Il ne faut pas chercher trop loin. C'est direct là, c'est sous nos yeux, ça peut prendre vie si on a la bonne discussion, right? Donc, ça, c'est les 5 erreurs les plus fréquentes que je vois le plus fréquemment. Puis c'est là-dessus qu'on met un énorme focus dans Upsell avec les membres parce que, guys, quand ils maîtrisent le problem focus, puis parlez avec n'importe qui dans notre écosystème si vous en connaissez, ils vont tous vous dire la même chose. Parlez avec eux autres du problem focus. Du moment que tu comprends bien ça, que tu maîtrises ça réellement avec les stress tests et tout ce qui vient avec, bien, des objections tardives, tu n'en as plus parce que tu les as vues venir tout simplement vraiment plus tôt dans la rencontre. Fait que, comme je vous dis, prenez-moi pas pour du cash aujourd'hui, testez-le par vous autres-mêmes, vous allez vous en rendre compte. Donc, c'est quoi faire une excellente découverte? Donc, la partie problem focus. Parce que dans une découverte, il y a plusieurs parties. Puis là, je vais vraiment me concentrer sur ce que j'appelle le problem focus, donc le focus sur le problème. Ça fait du sens, hein? Problem state, focus sur le problème, on est là-dedans, on l'amène en solution state. Donc, je ne vais pas parler de qualification, je ne vais pas parler de te désirer ou de tous ces trucs-là aujourd'hui. Je vais vraiment focuser sur le problem focus. Donc, la première chose que tu veux aborder dans le problem focus, c'est identifier un problème qu'on se spécialise à régler. Puis là, tu vas me dire en ce moment en écoutant ça, c'est facile, ça, je fais ça à tous les fois. Sure, peut-être, mais moi, je réécoute des rencontres, puis plus souvent qu'autrement, j'entends le problème qu'on se spécialise à régler à minute 16 dans la rencontre. La minute 16! C'est quoi qui s'est dit pendant 16 minutes si on n'a pas identifié le problème qu'on se spécialise à régler? À quoi que ça a servi, cette 16 minutes-là, si on n'avait même pas le problème qu'on se spécialise à régler in the first place? C'est notre point de départ. Puis je vais juste vous dire comme ça, s'il n'y a pas un problème qu'on se spécialise à régler en ce moment dans la discussion qu'on a, pourquoi est-ce qu'on continuerait à se parler? Ça ne sert absolument à rien. J'apporte des solutions à un problème spécifique. Tu n'as pas le problème spécifique qu'on règle en ce moment. Ça ne sert à rien, cette discussion-là. Mais encore une fois, je l'entends plus souvent qu'autrement par des gens considérés de high level, puis on l'entend à minute 16, à minute 20, on l'entend pas pantoute. Ça arrive vraiment souvent. Donc, le point de départ, c'est d'identifier un problème qu'on se spécialise à régler. Fait que si aujourd'hui, moi, je suis un coach de fitness puis que je me spécialise en perte de poids, la première chose que je dois entendre de la part de mon client, c'est qu'il veut perdre du poids. C'est vraiment important. C'est là que ça part. Il n'y a rien qui est plus important que moi qui entends ça comme point de départ. Si moi, je sais pas, moi, j'ai une entreprise de crypto-monnaie et je vends de la crypto-monnaie, bien, sais-tu c'est quoi la première chose qu'il faut que j'entende? Qu'il y a quelqu'un qui veut faire plus d'argent. Il veut faire plus d'argent, man. Comme j'amène les gens à faire plus d'argent, puis après ça, le spectre de faire plus d'argent, il est très large, mais je dois l'entendre. Je me spécialise à régler un problème spécifique, puis c'est aider les gens à faire plus d'argent par l'entremise de la crypto-monnaie. Fait qu'à la base, je dois l'entendre. Vous me suivez?
Fait que ça, c'est la première chose. Fait qu'il faut juste le comprendre, mais s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de mouvement. Puis s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de tension. Puis s'il n'y a pas de tension, il n'y aura pas de mouvement. Fait que le mouvement étant la décision, étant l'achat ou le non-achat, mais du moins un positionnement qui est fort dessus, donc sur un oui, sur un non, mais ça prend ça. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tension. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de mouvement. Fait qu'il faut que tu l'entendes, c'est la première chose. Fait qu'identifier un problème qu'on se spécialise à régler. Puis là, encore une fois, ça sonne bizarre, là, parce qu'on est comme, je veux dire, le client est à mon horaire, fait que clairement que le problème qu'on règle chez nous, ça ne veut pas dire ça. Il y a plein de monde qui passe dans les mailles du filet, il y a plein de monde qui rentre là-dedans, puis que tu assumes que parce qu'il est à ton horaire, il y a un problème qu'on se spécialise à régler. Assume rien, commence avec ça, c'est ton point de départ. Tu vas te rendre compte encore une fois que tu parles avec des gens, parfois, à toutes les semaines, qui n'ont pas le problème que tu spécialises à régler chez vous. Pourtant, tu fais un full sales call avec eux autres et tu proposes une solution à un problème qui est inexistant. Aussi simple que ça. Fait que, étape 1, la plus simple en passant dans toute la gamme. L'étape 2, l'impact. Donc, un coup qu'on a identifié un problème qu'on se spécialise à régler, que maintenant, je vois son problème, il me verbalisait son problème, maintenant, j'ai besoin de comprendre comment est-ce que son problème, donc, mettons, je mets la version simple, là, mais comment, donc l'impact, c'est comment est-ce que son problème se présente dans sa vie? Ça l'affecte comment? Ça l'impacte comment en ce moment? Je dois rentrer dans cette discussion-là. Et là, attention, c'est vraiment ici qu'il n'y a aucune profondeur d'habitude, zéro open bar. Les gens vont chercher le pourquoi, le quoi, mais ils ne vont pas chercher qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Donc, le pourquoi, c'est genre, exemple, je prends mon exemple de fitness tantôt, je suis un coach en perte de poids, je me spécialise là-dedans. Donc, le quoi, c'est mon client veut perdre du poids, donc je veux perdre du poids. Puis après ça, souvent, les vendeurs vont aller chercher le pourquoi. Pourquoi tu veux perdre du poids? Parce que ça affecte ma confiance. Et arrête là! J'ai rien eu encore. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire pour lui, comment est-ce que ça se traduit dans sa vie. La confiance en soi, ça ne veut rien dire, c'est un symbole, c'est un assemblage de mots qui est un symbole. Je veux comprendre ce qui est en arrière. Puis ça, retenez ça, guys. Les mots sont seulement des symboles. Ça ne veut rien dire tant que tu ne clarifies pas puis tu ne déballes pas. Tu dois clarifier, tu ne dois pas assumer parce que c'est des symboles. Et le symbole de ce que ça veut dire, la confiance pour lui, puis pour toi, puis pour tout le monde, c'est des choses complètement différentes. Donc, on doit aller chercher le pourquoi, le quoi, le pourquoi, puis le qu'est-ce que ça veut dire pour eux là-dedans. Et donc là, je vais vous en parler un peu, puis je vais même faire un petit extra dans ce coaching-là aujourd'hui avec vous autres, ça va me faire plaisir. Comme la discussion revient souvent, c'est quand que j'arrête de creuser, c'est quand que je dois arrêter. Bien là, je vais vous dire la réalité. La majorité des gens, puis creuser, c'est un spec, tu as des gens qui creusent de fuck out comme s'il n'y avait pas de lendemain, ils se prennent pour des pépines. Puis de l'autre côté, tu as des gens qui, comme je veux dire, ils effleurent même pas la surface. Fait que c'est souvent un spec, puis les vendeurs sont soit dans je creuse comme une pépine ou soit je creuse pas pantoute. Fait qu'ils sont souvent dans un ou l'autre. Ce qu'on veut, c'est le happy medium. Fait que c'est quand qu'on arrête de creuser dans l'impact, c'est quand qu'on a assez, c'est quand qu'on est dans un endroit où est-ce qu'on sait que, OK, l'impact est significatif puis on peut avancer, sortir de la section puis aller ailleurs tout simplement. Bien là, je vais vous l'expliquer vraiment clairement, vraiment simplement. Très, très simple, un impact, il faut vraiment que tu sois dans un endroit où est-ce que tu es capable de comprendre qu'est-ce que ça fait dans sa vie sans assumer. Ça veut dire quoi pour toi, ça? Deux choses. La première, c'est qu'un impact significatif qui indique que le problème est important parce que, je ne l'ai pas dit, mais impact égale importance d'un problème. Donc, retiens ça, impact égale importance. Fait que quand on parle, est-ce qu'un problème est assez important pour une personne, c'est à l'impact qu'on le sait. Donc, ce qu'on veut savoir si le problème est assez important, comme je vous disais, deux choses. Premièrement, il y a 4 formes d'impact. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 10, il y en a 4. 4 choses que tu dois entendre, au moins une d'entre elles, pour savoir que le problème a une importance assez grande pour être dans un endroit où est-ce qu'on va être capable de considérer un achat par rapport à ça. Si tu n'en as pas un de ces 4-là, tu es dans un endroit où est-ce que tu devrais disqualifier, je te le dis tout de suite, parce que ça veut dire que le problème ne sera jamais assez important pour considérer une décision d'achat de plusieurs milliers de dollars. C'est quoi ces 4 impacts-là? Bien, je te l'ai dit, je les donne sur un plateau d'argent. On va parler d'argent, on va parler de temps, on va parler d'identité, puis on va parler d'énergie. Grosso modo, c'est toute de la perte là-dedans. Donc, la situation dans laquelle que ton client se trouve en ce moment, il perçoit une perte présente ou future, exemple, de l'argent. Fait que sa situation en ce moment, ça lui coûte de l'argent maintenant d'être dedans ou ça va lui coûter de l'argent dans le futur parce que les deux peuvent être une décision d'achat par rapport à ça. Je peux vouloir prévenir ou je peux le vivre en ce moment, right? Puis ça va être le cas pour toutes les autres, je vais te dire. En ce moment, ton client est dans un endroit où est-ce qu'au niveau du temps, ça lui coûte du temps d'être dans sa situation, dans ce qu'il vit. Ça lui coûte du temps maintenant ou ça lui coûte du temps dans le futur. En ce moment, ton client il est dans un endroit où est-ce que ça lui coûte de l'énergie. Ça lui coûte de l'énergie, ça lui coûte du bandwidth en ce moment d'être dans sa situation. Donc, ça y en coûte en ce moment ou plus tard.
puis maintenant au niveau de, comme je te disais, au niveau de l'identité. Donc, en ce moment, ça n'écoute pas son identité, mais ce que ça fait au niveau de l'identité, c'est qu'il passe du temps dans une identité qu'il n'aime pas en ce moment. Je suis X et je voudrais être Y. Donc, exemple, dans le cas d'une perte de poids, c'est assez clair sur le pôle identitaire au niveau de l'impact. C'est très souvent là-dedans que ça va tourner. Donc, les gens vont être dans un endroit où est-ce que l'enveloppe charnelle que je suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, je ne l'aime pas, je veux être ailleurs. Donc, on a un impact identitaire ici. Donc, tu dois entendre une de ces 4 formes-là. Des fois, tu vas en avoir plus que ça, mais tu vas en avoir combiné, là, fait que des fois 2, 3, là, fait que une là-dedans minimalement. Fait que ça, c'est une chose. Il faut que tu entendes ça. Si tu n'entends pas ça, tu n'as pas un impact qui est significatif. Tu vas avoir un impact qui va te fire back à la fin avec un je vais y penser, puis je suis comme pas trop sûr, puis envoie-moi ça par courriel, s'il te plaît, ton devis. Là, fait que ça, c'est un. Puis après ça, au niveau de l'impact, là, je vais te le donner, mais on s'entend, on le sait que les ventes, bon, on achète avec l'émotion, on justifie avec la logique. Tout le monde a déjà entendu ça, c'est extrêmement vrai. Ça ne peut pas être plus vrai que ça au niveau de la psychologie en passant. Donc, c'est exactement comme ça qu'une vente va toujours se produire. Et donc, la partie émotionnelle, on le sait qu'elle est importante. Mais là, je ne vais pas te dire à ton client, là, comment est-ce que tu te sens? Ça, c'est fucking cheesy. Si tu fais ça, tu perds des ventes, je te le dis en ce moment. Je vais te donner une manière vraiment plus simple, vraiment plus concrète. Là, j'extrapole en ce moment, mais comme je pense que ça va vous aider. Mais tu veux avoir un exemple. Si tu es capable d'aller, puis si tu es capable, c'est 100% faisable en passant, parce que je le fais sur chacune des rencontres dans n'importe quel domaine, peu importe c'est quoi, là. Fait que c'est toujours possible, il faut juste que tu le figures des fois, mais aller chercher un exemple de ce qui t'exprime en ce moment. Du moment que tu vas chercher un exemple et qui te l'explique de fond en comble, de l'exemple exemple, je te donne un exemple, j'ai dit exemple souvent là, en ce moment, là, fait que plein des exemples. Mais par exemple, que ton client te dit qu'il veut perdre du poids parce qu'exemple, ça impacte sa confiance en lui. Ce que je veux comprendre dans cet écosystème-là, bien, premièrement, je vais lui demander de clarifier confiance en lui, qu'est-ce que ça veut dire. Puis je vais lui demander tout simplement qu'il me donne un exemple de c'est quand ce qu'il est prêt à m'expliquer en ce moment au niveau de la confiance, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé. Comme tu peux-tu me donner un exemple concret, juste que je comprenne c'est quoi tu vis puis que j'ai un petit peu plus de contexte par rapport à ça. Pourquoi est-ce que c'est autant puissant un exemple, guys, puis que ça boucle la boucle sur l'impact? C'est très simple, c'est que quand vous racontez une histoire, OK, que ce soit une histoire dans le futur ou une histoire du passé, puis ici, on va parler toujours d'histoire de passé quand tu demandes des exemples la majorité du temps. Quand on raconte une histoire, on vit toutes les émotions possibles qui viennent avec. Donc, je te donne un exemple, mais si je te dis en ce moment, raconte-moi la dernière fois que tu étais à ton plus heureux. Bien, quand tu vas me raconter cette histoire-là, à la dernière fois que tu étais à ton plus heureux, premièrement, tu vas chercher dans ta tête. Deuxièmement, quand tu vas avoir mis le doigt dessus puis tu vas commencer à me le verbaliser, tu vas vivre toutes les bonnes émotions qui venaient avec. Tu vas avoir un sourire niaiseux d'en face, tu vas être content de me le raconter. Pourquoi? Parce que tu revis toutes tes émotions derrière ça. Donc, c'est la même chose, c'est le même scénario pour n'importe quoi. Si je te dis en ce moment, raconte-moi la fois où est-ce que tu as eu le plus honte, tu vas me le raconter puis tu vas filer weird en dedans, tout simplement. Donc, tu n'as pas besoin de rentrer dans un endroit où est-ce que tu es fucking weird avec des comment est-ce que tu te sens. Fais juste faire verbaliser un exemple, puis les émotions qui devraient être dedans, qui a vécu à ce moment-là, elles vont refaire surface. Fait que tu viens vraiment tackle la partie émotion facilement, tu n'es pas weird, tu n'as pas l'air d'un typique vendeur, puis c'est du méga solide ce que tu fais en ce moment. Fait que tout ce que tu as à faire dans l'impact, c'est comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour eux, entendre une des 4 patentes que je t'ai dit, temps, argent, énergie, identité. Puis de l'autre côté, demande-lui un exemple quand il va te le verbaliser, que tu vas l'avoir bien compris. Tu vas être dans un endroit où est-ce que tu vas même pouvoir rapper tout ça. Tu vas comprendre le problème spécifique, puis comment est-ce que ça se transpose dans sa vie, puis tu vas pouvoir lui demander si c'est tout simplement la raison principale pour laquelle on se parle aujourd'hui ou est-ce qu'il y aurait d'autres choses. Puis il va littéralement te confirmer qu'en ce moment, non, c'est exactement ça et tout le reste de ton appel va pouvoir découler de cette prémisse-là, tout simplement. Donc là, l'impact, je viens de te montrer comment ne pas rester en surface, comment rentrer en profondeur là-dedans. Il y a d'autres choses qu'on pourrait faire, mais là, pour aujourd'hui, c'est vraiment en masse si vous faites ça. Puis si vous le faites bien, vous êtes dans un spot vraiment très différent que 90% des vendeurs. Comme je vous dis, c'est un des plus gros leviers au niveau de l'impact. Donc, deuxième point, l'impact. Troisième point, le niveau de désir du changement. Le niveau de désir du changement, c'est ce qu'on appelle dans une rencontre de vente l'urgence. Donc, là, je préfère le dire maintenant, parce qu'il y a beaucoup de perspectives par rapport à ça, mais la science est très claire là-dessus. Tu ne peux pas créer de l'urgence chez un être humain. L'urgence est là ou est pas là. Puis c'est pour ça qu'on a la discussion avec les clients. Parce que vous parlez avec beaucoup de gens pour qui ont un problème, qui ont un impact, mais aucun désir de changement dessus. Mais parce que vous avez eu un problème puis un impact, vous continuez cette rencontre-là, puis ça vient vous fire back à la fin. Fait que faites vraiment attention à ça parce que c'est pas parce qu'un problème est important dans ma vie qui est urgent à régler. C'est 2 conversations
complètement différent de ça. Puis vous allez vraiment vous en rendre compte dans vos rencontres de vente. Vous allez parler avec des gens qui ont des gros problèmes, des gros impacts, qui pour n'importe qui regarde ça, c'est comme « Oh shit, tu devrais acheter en ce moment. » Puis quand tu vas arriver dans le niveau de désir du changement, aucune urgence de changer. Ça va arriver vraiment souvent. Les membres d'Upsell sont flabbergastés d'entendre ça dans les rencontres parce que là, ils s'en rendent compte vraiment. Puis je vais te donner un exemple simple de deux scénarios qui me sont arrivés, puis comme moi, ça a complètement changé ma perspective, puis c'est pour ça que je le tackle aussi profondément, le désir du changement. Fut un temps que je closais du fitness, puis c'est juste que c'est l'exemple le plus flagrant que j'ai eu dans ma vie, mais à 2 reprises, puis il y en a un que c'était pire que l'autre, mais à 2 reprises, j'ai eu des gens qui étaient dans un état d'obésité morbide. Puis il y avait eu des très mauvaises nouvelles au médecin parce qu'il avait fait des crises de cœur. Donc, vraiment pas tant nice, ça, là, mourir peut revenir. Donc, il est mort, il est revenu à la vie avec la belle médecine et la science d'aujourd'hui. Donc, on était capable de le garder en vie. Et donc, évidemment, le médecin, après ça, il a dit, bien, écoute, comme si tu continues comme que tu es là en ce moment, je veux dire, asti, tu vas reclaquer, right? Et donc, moi, dans cette interaction-là, je n'avais pas encore le niveau de désir du changement dans ma vie. Vous allez comprendre. Fait que le client m'explique son problème, hein, qui est dans un état d'obésité morbide, il y a eu une crise de cœur, tout ça. L'impact. Là, on rentre dans l'impact. Guys, je vais juste vous le dire, l'impact, c'est la mort. Je veux dire, y a-t-il un impact plus significatif dans la vie que perdre la vie? Je pense pas, là, tu sais. Donc, l'impact, c'est la mort. Puis moi, à cette époque-là, ben, j'avais pas le niveau de désir de changement dans mon process puis dans ma compréhension. J'avais juste pas ça. Fait que moi, je continue, je veux dire, aïe, aïe. J'ai quelqu'un qui, littéralement, a un problème qu'il veut régler. Je veux dire, l'impact, c'est la mort. Dans quel monde est-ce que tu n'achèteras pas quand c'est la mort? Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Ben, j'ai eu un « je vais y penser ». Le client est quand même capable d'arriver avec tout ça en ce moment dans un endroit où est-ce qu'il me dit « Ouais, ben, tu sais, je vais considérer tout ça, je vais regarder… » Dude, tu vas mourir! Tu vas mourir! Comment tu peux juste considérer quelque chose quand tu es à l'article de la mort en ce moment? Puis c'est pas moi qui le dis, c'est ton médecin, là, tu sais. Mais moi, ça m'a tellement flabbergasté, c'est là où est-ce que j'ai commencé à aller comprendre des choses que je ne comprenais pas parce que ça m'est arrivé à 2 reprises, ça, que ces individus-là décidaient de rester dans leur situation finalement. Mais ça, guys, si j'avais eu finalement le niveau de désir du changement, puis que j'avais bien posé la question si c'était une priorité ou une nécessité en ce moment, une priorité ou un nice to have, excuse-moi, on aurait été dans une discussion complètement différente. Parce que j'aurais une vérité un peu différente de je crois qu'il veut vraiment avancer avec ça. Fait que pourquoi est-ce que je te dis ça en ce moment? C'est j'ai eu littéralement à 2 reprises les plus gros impacts sur la planète Terre, qui est la mort, puis on a quand même décidé de ne pas move on là-dessus. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec eux par après, mais on est quand même arrivé à cet endroit-là. Fait que pourquoi est-ce que je te dis ça maintenant aujourd'hui? C'est tu comprends-tu comment tu ne peux pas assumer que parce qu'il y a un problème puis un impact en ce moment dans la vie d'un individu qui va nécessairement changer dessus, ça n'a aucune incidence réellement. C'est des éléments qui doivent tous être ensemble pour qu'une décision soit prise, mais s'il manque un élément, la décision ne sera pas prise tout simplement. Donc, c'est pour ça que je te mets un gros focus en ce moment sur le niveau de désir du changement. C'est méga important. Donc, le niveau de désir du changement, c'est ce qu'on appelle en vente l'urgence. Tout le monde parle d'urgence. Tu ne peux pas créer ça. C'est dans l'individu d'emblée. Et ta job, c'est de déterrer, je vais le dire comme ça, de remettre à la surface l'urgence qui est déjà là ou qui n'est pas là. D'aller chercher la vérité puis son réel positionnement là-dessus. Puis c'est pas parce que c'est pas urgent aujourd'hui que ça ne le sera pas demain, mais aujourd'hui, comme tu es présentement dans ma rencontre, ben tu ne prendras pas de décision par rapport à ça. C'est clair, tu l'as mis clair avec la discussion qu'on a. Donc, maintenant, le niveau de désir du changement, je te mets ça dans des termes vraiment simples pour que tu builds ta question par rapport à ça. Mais grosso modo, quand tu as identifié le problème que tu spécialises à régler, donc qu'est-ce que ça veut dire pour eux par après au niveau de l'impact, ce que tu dois te retourner après, c'est OK, bien, tout ça, ce qu'on dit en ce moment, là, comme toute la situation que tu viens de m'expliquer là, es-tu dans un endroit dans ta vie en ce moment pour toi que c'est un nice to have de faire tout ça, dans le sens que comme si tu règles ça, si tu atteins ça, si tu as ça dans ta vie, c'est cool, tu sais, comme tu vas être content, mais sans plus. Ou de l'autre côté, pour tes propres raisons, tu es dans un endroit où est-ce que réellement c'est une nécessité, c'est une priorité pour toi. On se situe sur ce spectre-là en ce moment. Donc, nice to have ou une priorité. Il faut absolument que tu ailles chercher ça. Puis le mot priorité, c'est pour ça que j'en parle un petit peu, là, mais le mot priorité, tu vas voir que ça veut vraiment dire 2 choses pour 2 personnes différentes. Fait que des fois, les gens vont te répondre comme ben là, une priorité, je veux dire, il faut quand même que mes enfants mangent. Je vais toujours faire passer mes enfants en premier. Fait que le mot priorité, il amène vraiment l'échelonnage de priorité dans la vie des gens. Fait qu'il n'est pas excellent à poser. C'est pour ça que je te redirige peut-être plus sur le mot nécessité ou quelque chose à travers ces lignes-là. Exemple, une inconvénience majeure. Ça relève-tu d'une inconvénience mineure ou d'une inconvénience majeure de régler tout ça, d'avoir ça dans ta vie? C'est des termes qui vont juste mieux résonner avec les gens, puis ça va éviter les conversations un peu weird qui peuvent venir de là. Donc,
Puis après ça, tu vas te rendre compte qu'il y a bien des gens qui se situent sur le spectre de nice to have dans tes rencontres. Tu ne le voyais pas avant, mais tu as bien des gens qui sont dans le nice to have, puis tu as beau circle around, puis de voir qu'est-ce qui réellement pourrait tourner ce nice to have-là en priorité dans ta vie, bien, il n'y a comme rien à faire. Tu sais? Donc, il n'y a rien pour le moment, puis c'est comme, bien, pour le moment, c'est ça. Donc, beaucoup de disqualifications vont se faire sur le niveau du désir du changement quand tu maîtrises bien cette étape-là. Puis comme je te disais tantôt, au PDP, crois-moi pas pour du cash, continue ta rencontre avec un nice to have, tu vas te rendre compte vraiment de ce qui se passe à la fin à toutes les fois. Puis maintenant, tu vas faire comme, bien, Colin, c'était pas une épée à temps plein, puis je pense que je vais disqualifier les gens là-dessus finalement. Donc, puis là, je parle de disqualification, puis je ne veux pas encore rentrer trop dans des détails très profonds, mais tu sais, au niveau de la disqualification, il faut faire attention, mais c'est pas parce que toi, tu penses que c'est une disqualification qu'on disqualifie. Non, il y a des étapes à ça, puis j'appelle ça l'art de disqualifier. C'est un coaching que je donne à Upsell, mais il y a un art à la disqualification pour que ça soit bien fait. Il faut toujours que ça soit basé sur leur réponse à eux autres, ça vient jamais de toi, tu n'assumes jamais rien, c'est basé sur ce qu'ils t'ont dit, puis ça se dit vraiment comme ça dans la rencontre. Là. Écoute, basé sur ce que tu m'expliques depuis les 5 dernières minutes, tu as mis vraiment clair qu'en ce moment, il n'y a rien qui allait pouvoir se passer. Je te mets ça simple, mais comme on utilise leurs mots, fait que c'est pour ça que ça coule bien. Puis, avant de disqualifier, c'est toujours une hypothèse. Quand une personne est sur un nice to have, pour moi, c'est juste une hypothèse. En ce moment, c'est une hypothèse que, ben tu ne pourras pas acheter, mais encore là, je suis très ouvert à ce qu'on rende ça une nécessité si on a juste la bonne discussion. Fait que pourquoi est-ce que je dis ça en ce moment? C'est qu'avant de te diriger vers une disqualification de n'importe quelle nature, sur n'importe quelle étape, ce que tu veux toujours faire, c'est de circle around puis de voir quelles sont nos possibilités. Est-ce qu'il y a une possibilité de tourner un nice to have en priorité ou c'est impossible de bouger l'aiguille là-dessus? Est-ce qu'il existe un monde dans lequel, donc c'est toutes des techniques de communication que j'apprends dans Upsell, mais est-ce qu'il existe un monde dans lequel que ce nice to have-là pourrait être une priorité où il n'existe aucun monde en ce moment? Donc, il faut l'avoir puis il faut comprendre avant de se tourner vers une disqualification. Puis quand tu as cette discussion-là avec les gens, puis que c'est comme, ben non, il n'y a aucun monde, puis comme, ben, c'est juste un nice to have, puis ça va rester un nice to have pour bien longtemps en ce moment, ben c'est comme, c'est très clair qu'en ce moment, le citron ne vaut pas la peine d'être pressé, puis ça ne vaut pas la peine d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie là-dedans, puis ça, il va le réaliser à la fin, si on n'a pas la discussion maintenant, right? Fait que, niveau désir du changement, c'est l'urgence, c'est capital dans ton problem focus pour que ça se passe bien. Quatrième étape, très simple, le timing. Donc, le timing, ça relève tout simplement de c'est quand que l'individu qui est devant toi, le prospect qui est devant toi, c'est quand qu'il considère régler le problème. C'est quoi le timeline qu'il avait en tête par rapport à ça? Fait essentiellement, on est à quelques mois, quelques semaines, quelques années de faire ça. Comment est-ce que ça se jouait de ton côté, cette timeline-là? Ça, généralement, les vendeurs le font déjà, fait que c'est pas trop un problème. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que vous le stress testez jamais. Juste jamais. Vous avez un maintenant, fait que vous continuez d'avancer là-dessus. Très important de stress test. Comme sur tous les autres points que je vous ai dit, très important d'aller chercher des stress tests là-dessus, sur tout. Mais le timing, l'attention que je vous donnerai en ce moment, généralement, vous allez le chercher, c'est assez fondamental en vente, le timing. Mais allez le stress test, assurez-vous que le positionnement il est formel, comme j'ai dit au début du podcast. Tu retourneras voir un petit peu ce que j'ai dit. Il y a plein d'autres types de stress tests que tu peux faire à cette étape-là, mais il faut minimalement que tu en fasses un ou deux stress tests là-dessus parce que le timing, c'est drôle, mais il te revient quand même souvent. Hein, rencontre, là, je te dis ça de même, mais comme remets tes rencontres, ça arrive souvent que c'est pas le bon moment finalement, même si on a parlé de timing. Fait que stress test-les vraiment bien. Puis après le timing vient une étape méga importante, très souvent négligée, le fameux statu quo. Il faut vraiment le comprendre. Le statu quo, s'il y avait une chose que je te disais qui était ce qui crée le plus d'objections tardives, c'est le statu quo. Le statu quo égale objection tardive s'il n'est pas bien fait. Le statu quo, essentiellement, je vais te le mettre dans des termes simples, mais c'est aujourd'hui, tu veux un problème, right? Tu veux un problème que tu veux potentiellement régler. Acheter mon accompagnement, acheter un service, acheter un produit pour régler ton problème, c'est une option. Mais ce n'est pas la seule option. Le statu quo, tout simplement, ce qu'on veut venir voir là-dedans, c'est quelles sont nos autres options par rapport à cette situation-là. Puis il faut vraiment que tu le vois comme ça. Je vais te parler du statu quo, mais comme l'appel de vente au complet. Mais pour moi, un appel de vente, c'est littéralement comme si j'ai un individu, il est devant moi là, en ce moment, puis c'est comme ça que je le picture, là, il est devant moi, puis en ce moment, il y a 12 portes derrière lui. Il y a 12 portes ouvertes. Puis ces 12 portes-là, c'est tous des endroits où est-ce qu'il va pouvoir, on va le dire comme ça, s'échapper, s'en aller tout simplement à la fin de la rencontre. Puis ce que je veux venir faire, c'est fermer chacune de ces portes-là. De là pourquoi je te parlais de conclusion tantôt. Quand je vais chercher une conclusion, je ferme la porte. Donc, je ferme chacune des portes. Et le statu quo, il faut vraiment que tu le vois comme ça, mais il y a 3 portes au statu quo que tu dois impérativement fermer parce que, encore une fois, guess what? Les gens vont pratiquement toujours prendre une des 3 portes du statu quo en fin de rencontre et c'est normal parce qu'il faut le comprendre, mais l'achat d'un service ou d'un produit, c'est une belle chose dans l'optique que tu n'as pas d'autres options ailleurs plus valables. Puis les portes que je vais te montrer en ce moment par rapport au statu quo, c'est toutes des portes qui sont plus valables de prendre que d'acheter un service, un produit. Parce que d'acheter un produit ou un service, c'est littéralement le plus gros risque. Ça se peut que ça soit pas bon pour moi, ça se peut que ça soit la bonne chose pour moi,
ça se peut que ça ne fonctionne pas pour moi, ça se peut que ça fonctionne pour moi, ça se peut que si je dois être impliqué là-dedans, ça se peut que j'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire. Il y a énormément de risques à acheter un produit puis un service. Donc, il faut comprendre, mais si on est pour arriver à la fin de la rencontre, je dois m'assurer impérativement que toutes les autres portes sont fermées sur le statu quo. Sinon, c'est toutes des portes de possibilités qui font beaucoup plus de sens pour le subconscient de votre client de prendre que plutôt d'acheter. Acheter, c'est littéralement le plus gros risque perçu par un être humain par rapport à son subconscient. Les portes que je vais vous parler là, c'est toutes des portes que le risque perçu est beaucoup moins grand. Donc, si tu ne les fermes pas, malheureusement, ces portes-là vont être ouvertes et c'est ça qui crée de l'incertitude beaucoup chez ton client. Parce que si, exemple, je vais te donner une porte du statu quo, donc tout simplement le faire par moi-même. Donc, si je suis dans un endroit où est-ce que je considère pouvoir régler mon problème par moi-même, même dans l'ordre de 10 dans le sens que comme je pense à un 10 que je pourrais le faire par moi-même, tu sais qu'est-ce qui va se passer en fin de rencontre? Puis ça va sortir sur une objection très standard. Je vais y penser. Je vais en parler avec ma conjointe. Je vais regarder ça, envoie-moi ça par courriel. Laisse-moi juste 24-48 heures. Sais-tu pourquoi est-ce que ça fait ça? Parce qu'il y a de l'incertitude encore. C'est pas clair. J'ai une autre option. Des fois, c'est clair dans leur tête. Des fois, c'est pas clair, mais le subconscient envoie des signaux. Puis c'est comme, va pas trop vite là-dessus. Il y a d'autres options ailleurs qui sont plus valables. Donc là, je te mets ça vraiment très mâché, verbalisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne quand même dans la mécanique profonde du subconscient. Donc, il faut vraiment aller fermer ces portes-là. Donc, je viens d'en donner une, mais le faire par soi-même. Donc, est-ce que ton client, surtout quand tu vends du do-it-yourself ou done with you, là, done for you, c'est moins réel, celui-là. Ça fait que ça, c'est peut-être une étape qu'on peut éliminer dans ces types d'offres-là. Mais pour les deux autres que je viens de dire, do-it-yourself ou done with you, ce qu'il faut comprendre, c'est que le faire par soi-même, c'est absolument une option qu'ils ont en ce moment. Je te donne un exemple. Ben, tu sais, si, je sais pas, moi, tu sais, tu vends des chars, clairement, tu ne peux pas poser cette question-là. Tu veux le faire par toi-même. Je veux dire, Chris, comment tu veux que je fasse ça? T'sais? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans certains domaines, mais pour beaucoup de domaines, ça résonne dans beaucoup de domaines. Du moment que les gens ont l'opportunité de le faire par eux-mêmes, c'est une porte qui est ouverte, puis que le subconscient va vouloir prendre bien avant d'acheter un service, ou du moins, il va vouloir le considérer très, très, très longtemps, puis qu'il va rester en problem state plutôt qu'être en solution state. Vous me voyez en ce moment, si je ferme la porte sur le faire par soi-même, puis là, c'est clair, on a la vérité, on a une conclusion là-dessus, puis que la porte est fermée, ça ne reviendra pas à la fin. Il est en solution state parce que là, il veut acheter une solution. La porte est fermée sur les autres options. Fait que le faire par soi-même est un angle qu'il faut absolument que tu abordes avec tes clients et que tu stress testes. Donc, le faire par soi-même. Sinon, après ça, il y en a une très claire. Ne rien faire. Ne rien faire, c'est souvent une étape que comme les gens vont amener vers la conséquence, chose que je trouve vraiment fucking weird à faire si tu fais ça en ce moment, qui te coûte probablement des ventes parce que tout le monde te sent 100 000 à la ronde quand tu fais ça. Viens-t'en de Upsell, je vais te montrer comment faire des conséquences qui ne sont pas cringe, là. Mais le point, c'est souvent les vendeurs vont garder la conséquence comme étant la dernière étape de tout le process avant la présentation. Mais moi, je trouve ça fucked up parce que dans le fond, pas le faire par soi-même, excuse-moi, ne rien faire par rapport à sa situation, donc de rester dans sa situation, donc le vrai, réel statu quo, de rester au même endroit puis de rien faire puis espérer pour le mieux finalement, bien, il teste à la fin de la rencontre. Mais encore une fois, tu as passé à parler pendant 30-40 minutes avec un humain pour apprendre à la fin que de rester au même endroit, c'était quand même une option valable, puis que dans le fond, bien, pourquoi je ferais ça finalement? Bien là, ce que je te prête dire, c'est que tu peux le tester vraiment plus dans les 15 premières minutes avec cet angle-là. Donc, le faire par soi-même, pas le faire par soi-même, mais ne rien faire par rapport à sa situation, c'est un angle de statu quo qui doit être abordé et abordé très tôt. Donc, si ne rien faire en ce moment par rapport à ta situation, c'est une option qui est valable pour toi en ce moment, je veux l'apprendre dans les 15 premières minutes d'une rencontre, pas dans les 55 dernières minutes, guys. Donc, c'est quelque chose que je dois vraiment savoir. Donc, est-ce que ne rien faire est une option qui est valable? Je dois fermer maintenant la porte là-dessus. Et finalement, dernière petite chose, les solutions alternatives. Donc, tout au niveau des solutions alternatives, que ce soit au niveau de la compétition, combien de vendeurs j'entends dans les appels qui ne parlent pas de la compétition parce qu'ils ont tellement peur d'ouvrir une porte là-dessus? Sais-tu qu'est-ce qui se passe? Si tu n'ouvres pas la porte, bien, le client, il rouvre la putain de porte en fin de rencontre. Son subconscient va l'ouvrir parce que, hey, attends un peu, pourquoi est-ce que je dirais oui à toi alors qu'il y a plein d'autres options que je n'ai pas considérées? J'ai besoin de savoir qu'en ce moment, ce qu'on est après faire aujourd'hui, c'est parce que tu veux faire affaire avec nous puis que tu as une clarté sur le fait que tu es ici avec nous aujourd'hui pour voir réellement si tu veux faire affaire avec nous autres puis que tu n'as pas 32 autres personnes à aller contacter. Donc, solution alternative, la compétition, ça en fait partie. Mais tu as plein d'autres solutions alternatives. Je te donne des exemples, que ça se peut que ça colle dans ton domaine ou pas. Mais comme, si exemple, je sais pas, moi je vends de l'accompagnement en vente, right? Fait que quelqu'un qui vient me voir comme vendeur qui veut s'améliorer en vente, une des solutions alternatives, c'est tu sais quoi? Bien, ça serait tout simplement que il y a quelqu'un qui est meilleur en vente que lui dans son équipe de vente ou dans son entourage, puis qui l'aide. Il n'a pas besoin de payer pour, il n'y a aucun engagement. C'est une solution qui est bien plus valable dans son subconscient que d'acheter un coaching de vente aujourd'hui puis pas savoir si ça va fonctionner pour lui finalement. Donc,
Le point est là, ça se peut que avec mes vendeurs, puis c'est pour ça que je leur demande quand on est en appel, mais comme, y a-t-il quelqu'un dans ton entourage? Parce que l'idée, c'est pas essayer de te coincer, puis d'essayer de te closer dans mon affaire. Honnêtement, si tu as quelqu'un en ce moment dans ton entourage qui pourrait t'aider, que ça ne te coûte rien, qu'il n'y a aucun risque à ça, puis qu'avec la discussion qu'on a, c'est une option qui est valable, bien, je te garantis que mon service payant, c'est pas la meilleure option pour toi. Tu as réellement ça dans les faits concrets. Si j'ai pas une vente dans ma tête à faire, c'est la meilleure option. Elle coûte rien puis elle n'est pas risquée. Commence par ça. Fait que, right? Puis d'autre part, d'autres solutions, bien, je vais vous en donner plein, là, mais comme ChatGPT, c'est une solution. Les livres, c'est une solution. Il y a plein de choses qui sont des solutions réellement en 2026 que comme les gens peuvent le figurer par eux autres mêmes. Fait que comme, est-ce que c'est des options qui sont valables? Pourquoi est-ce que tu achèterais mon coaching si en ce moment, tu peux littéralement aller te former avec les réseaux sociaux, Internet, les livres, puis toutes ces bonnes choses-là? La réalité, c'est que tu n'as peut-être pas besoin de moi, mais si la porte est fermée pour tes propres raisons en ce moment là-dessus, puis que ce n'est pas un chemin que tu as envie de prendre, bien là, on la ferme la porte, puis c'est clair, puis tu es capable maintenant de tomber dans un solution state. Parce que ne rien faire, ce n'est pas une solution. Le faire par toi-même, ce n'est pas une solution. Puis les solutions alternatives, bien, il n'y en a pas pour toi dans ta vision des choses pour tes propres raisons. Donc, c'est là où est-ce qu'il va être capable de tomber en solution state, right? Donc, c'est les 5 étapes, guys. C'est les 5 étapes d'un problem focus qui est réussi, qui est clair, qui est solide, qui élimine 80 à 90 % des objections tardives. C'est ça qui va vous permettre de récupérer votre temps puis votre énergie, puis arrêter de vous demander comment ça se fait que vous avez une objection tardive, même si tu as pu handle les objections. C'est parce que cette discussion-là n'est pas nécessaire, est plaisante, est en surface. Il y a des étapes que tu n'as même pas là-dedans probablement en m'écoutant en ce moment. Puis c'est pour ça que tu as les problèmes que tu vis à la fin. Comme je vous disais tantôt, croyez-moi pas pour du cash. Rentrez ces étapes-là. Assurez-vous d'aller chercher la profondeur. Assurez-vous de chercher la vérité. Assurez-vous de faire des stress tests sur chacun de ces 5 points-là. Regardez les réponses que vous allez avoir. Continuez vos appels comme je les avais toujours faites et regardez l'outcome. Regardez l'outcome, puis après ça, vous allez comprendre que vous voulez disqualifier sur ces choses-là.